J'ai pas préparé de slide sur qui je suis. Je travaille en informatique en sécurité informatique depuis plus de 6-7 ans. En informatique, j'en fais depuis que je suis au secondaire. J'ai présenté au WACFES en 2013 puis en 2014. Mes présentations ont été filmées. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller les voir. Aujourd'hui, là, on va parler de relever les empreintes d'une application web. C'est rien de révolutionnaire, puis qu'est-ce qu'on va parler, mais c'est toujours quelque chose qu'il faut faire, puis qu'on fait généralement pas assez bien, puis on se limite juste à certaines choses, puis on ne va pas au-delà de qu'est-ce qui existe déjà dans les outils. En fait, on se situe dans le contexte qu'on fait une évaluation de la sécurité d'une application web. C'est quoi dans la phase de reconnaissance? Fait, bien relever c'est quoi les technologies, les empreintes des applications web, ben, ça nous permet d'aller plus loin. Là, ben, c'est la première des slides. Pourquoi? Ben, parce que les applications sont prévisibles. Ben, ça, c'est des extraits d'une présentation que j'avais faite en 2013, mais les applications web sont prévisibles. C'est toujours pas mal structuré de la même affaire, donc on peut, à partir de ça, créer des patterns pour pouvoir identifier les applications. Comme par exemple, là, ben, dans les formulaires, c'est souvent courant qu'on a des champs qui s'appellent email ou pass. Puis à partir de ça, ben, on peut identifier les applications web. Dans l'autre, en arrière, convivialité d'abord, c'est toujours les chemins de répertoire, c'est toujours sensiblement les mêmes. Pour une technologie, c'est toujours les mêmes, c'est pas compliqué. Mais pour chaque technologie, ben, les chemins d'accès sont particuliers, donc on peut s'en servir pour identifier la technologie. Ben, pourquoi qu'on le fait? Ben, qu'on veut identifier les technologies qui sont utilisées ben, pour facilement identifier les vulnérabilités communes, connues. Donc, il y en a tellement de vulnérabilités connues, puis c'est vraiment des low-hanging fruit. Là, on en a parlé plusieurs fois aujourd'hui, mais quand on fait une évaluation de la sécurité d'une application, trouver les composantes technologiques qui sont vulnérables, ben, ça permet d'y aller plus rapidement. Aussi, ben, parce que les gens ont tendance à faire les mêmes erreurs. Un développeur, en général, les développeurs font les mêmes choses d'une personne à l'autre, puis ils font les mêmes erreurs, ils utilisent les mêmes technologies de les mêmes façons, donc il y a souvent des problématiques de sécurité qui se trouvent à ce niveau-là. Puis ne pas recommencer à zéro à chaque fois. Ben, on va le voir au fur et à mesure de la présentation, mais c'est important, si vous faites souvent des évaluations de la sécurité d'application, c'est de vous bâtir une gigabase de connaissances à côté qui va contenir beaucoup de signatures, j'allais utiliser un terme pas très approprié, mais qui va contenir beaucoup de signatures, puis à partir de ça, vous allez pouvoir travailler, puis ça va être de plus en plus facile, puis efficace de reconnaître les technologies qui sont utilisées, puis vous allez pouvoir travailler beaucoup plus rapidement. Une autre chose, ben, c'est pour raffiner ses recherches, pour pas que quand on se lance dans une évaluation de la sécurité d'une application, on soit obligé d'aller chercher partout, puis passer beaucoup de temps à faire du broussaillage, puis à chercher comme une aiguille dans une botte de foin. Parce que, bon, tout dépendant de la technologie qui est utilisée, c'est pas toutes les mêmes vulnérabilités qui s'appliquent, c'est pas les mêmes recherches qu'on va faire. Par exemple, là, ben, ça c'est une erreur qui nous dit que c'est firmware.net, mais en même temps, ben, on sait en général, on sait que si c'est firmware.net est utilisé, puis qu'on a la version, ben, ici, cette erreur-là, c'est le validate request qui a généré une erreur. Le validate request en .NET, ça valide tous les champs d'entrée pour certaines chaînes de caractères. Donc, tous les chaînes de caractères qui font
qui inclut des plus petits, des plus grands, suivis d'une lettre, ben, ça passe pas. Fait, bon, toutes les injections XSS basées sur l'injection de tags HTML, on peut oublier ça. Donc, c'est des choses qu'on n'a pas besoin de vérifier quand on fait une évaluation de la sécurité applicative. Mais, puis juste en sachant que c'est du .NET, ben, ça élimine une série de cas de tests qu'on n'a pas besoin de faire. Aussi, ben, c'est ça, déterminer si on est dans la présence d'un CMS ou d'un outil maison. Si on est en présence d'un CMS, ben, on va essayer de trouver les vulnérabilités qui affectent ce CMS-là. Puis si maison, ben, on va peut-être faire des cas de tests plus personnalisés pour être en mesure de trouver les problématiques de sécurité. Chaque framework utilise ses propres particularités. Aussi, ben, savoir si on a affaire avec du MVC ou du form classique ou une single page application, ben, ça va aussi orienter nos recherches puis nous faciliter la tâche là, quand on veut trouver des vulnérabilités. Fait, pour toutes ces raisons-là, on va essayer de déterminer c'est quoi les technologies, relever les empreintes, puis essayer de couvrir le plus large inventaire possible de technologies. L'approche classique, il n'y a pas vraiment d'autre approche pour relever les empreintes. Là. Dans le fond, c'est bâtir une grosse base de connaissances, de signatures, donc des patterns, pour parler français, qui décrivent soit une technologie, une application, un framework. Puis, il faut les trouver, il faut se bâtir la base de connaissances de signature, puis après ça, ben, comparer une cible par rapport à la base de connaissances de signature. Fait que c'est relativement simple à faire. Qu'est-ce qui est plus compliqué? Ben, c'est avoir ça. Parce que retrouver des signatures, beaucoup de la présentation va être axée sur comment caractériser une application web, c'est quoi les genres de signatures qu'on peut se créer. Mais c'est bien beau, c'est relativement facile de trouver des patterns et des signatures, sauf que encore faut-il pouvoir se créer. Puis pour faire ça, ben faut en faire. Puis aussi, c'est quand on fait des évaluations de la sécurité, c'est un job de bras un peu plate qu'il faut faire des mandats ou en début ou tout au long, mais on n'a souvent pas vraiment le temps de s'asseoir et de dire OK, ça c'est important. Faut que je le garde puis je le réutilise. Faut que ça livre souvent. Là. Donc, c'est pas une chose, mais c'est important de le faire pour pouvoir, après ça, se faciliter la tâche dans les autres mandats qu'on fait. Donc, bon, le plan de la présentation, bon, on va voir quelques outils qui existent, qui nous permettent déjà de relever les empreintes. Puis on va voir quelques limitations par rapport à ceux-là. Après ça, ben, on va, comme j'ai dit, là, essayer de définir des signatures de technologie. Puis après ça, ben, on va essayer de voir plus loin, comment aller plus loin là, pour identifier de façon plus efficace les technologies qui sont utilisées par l'application web. Puis après ça, pouvoir faire une meilleure évaluation de la sécurité de celle-là. Bon, technique d'identification, là, vous l'avez vu dans mon plan, je fais une nuance entre signature passive et signature active. Signature passive, en quelque sorte, c'est des choses qu'on peut observer uniquement en faisant une navigation normale sur une application web ou un site web. Signature active, c'est qu'est-ce qu'on peut identifier en forçant l'interaction avec une application web. Donc, c'est deux types de signatures qu'on peut faire. La plupart des outils qui existent se concentrent là-dessus. Il y en a certains qui le font là-dessus, sur les signatures actives. Puis les signatures actives, ça peut être vraiment pratique dans certaines situations. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient au Hackfest l'an passé. La track que j'avais faite était basée beaucoup sur les signatures actives. C'était, en grosso modo, ça simulait qu'on prenait le contrôle d'un navigateur d'un employé dans une entreprise, puis on essayait de scanner le réseau interne de cette entreprise-là. Mais pour scanner ce réseau interne-là, on ne pouvait pas obtenir les réponses. Donc, on ne pouvait pas obtenir le retour. On pouvait juste savoir s'il y avait un retour ou pas. Donc, ça rentre dans signature active.
Puis c'est le genre de situation dans laquelle ça s'applique. Mais même si on est capable d'obtenir le détail de la réponse du serveur, ça peut être aussi pratique d'aller vers des signatures actives. Bon, là, j'ai encore un problème d'animation. Pat, as-tu Internet sur ton portable? La souris à gauche. Ouais. Bon, on va laisser faire. Mais il est là si tu fais juste cliquer. Bon, gars, je vois. En gros, ici, c'est un exemple de Wapalizer. C'est. C'était ça? En tout cas, on va y aller de même. C'était Wapalizer. C'est un outil, là. Essentiellement, c'est pour découvrir les technologies qui sont utilisées par un site web, mais ce n'est pas nécessairement fait dans un but de sécurité. Ça permet de détecter, de donner des signatures, soit au niveau des entêtes HTTP, au niveau des URL présents dans une page, au niveau du HTML, au niveau du meta-tag, des scripts. Donc, ça permet de dire à certains endroits dans une page web, je veux essayer de chercher des signatures. Dans la plupart des cas, on peut spécifier une expression régulière. Ça peut bien marcher. Dans le cas en arrière, c'est un exemple de signature qui essaie un exemple de configuration pour détecter des WordPress. Donc, pour détecter des WordPress, une des choses qui est faite, c'est dans les URL, donc s'il y a des /wp-admin, wp-content, c'est une façon de détecter ça. Le gros désavantage de Wapalizer, c'est l'approche par rapport aux expressions régulières en cas général. Ça va très bien chercher par expression régulière sur header ou sur URL parce que c'est assez restreint comme champ de recherche. Mais si on veut faire une recherche dans le document HTML, ben lorsqu'on définit une expression régulière, on risque de tomber sur beaucoup de faux positifs. Puis après ça, ben, si on tombe sur des faux positifs, il faut les réviser à main, puis ça commence à être compliqué, puis à être long. Puis bon, l'outil Wapalizer il permet là, de dire c'est quelle technologie. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de signatures qui sont disponibles, là, donc on peut le rouler. Mais un autre désavantage de Wapalizer, c'est que ça ne fait pas lien nécessairement avec les vulnérabilités qui touchent une technologie, vu que ce n'est pas fait dans un point de vue de sécurité dans un premier temps. Bon. Bon, OK. Je l'ai roulé sur le site du Hackfest. Puis, bon, c'est vraiment convivial. Ça permet, dans un add-on au browser, de lister rapidement les technologies utilisées. Puis, ça donne les beaux petits logos. Donc, c'est plus peut-être dans un aspect développement, puis savoir c'est quoi qui est utilisé. Mais c'est facile d'obtenir les grandes technologies qui sont utilisées pour ça. Il y a aussi une version en ligne de commande. Puis, ouais, c'est une version en ligne de commande. C'est fait en JavaScript. Donc, ça roule avec Node.js pour que ça soit en ligne de commande. Ouais, bon, je n'en ai parlé un peu. Identification passive. Donc, Wapalizer fait juste de l'identification passive. Faut qu'on navigue nous-mêmes sur les différentes pages pour qu'il identifie les technologies qui sont présentes. Ça recherche
seulement des expressions régulières à certains endroits précis. Bon, comme je l'ai dit, les signatures à base d'expressions régulières ne fonctionnent pas bien dans tous les cas. Ici, c'est un exemple de typo 3. Typo 3, toutes ces extensions en général commencent par TX. Si on cherche avec une expression régulière, tout ce qui commence par TX, on va s'arracher les cheveux. Fait que, idéalement, il faut rechercher tout ce qui commence par TX à des endroits beaucoup plus précis que juste dans la réponse ou juste dans le code HTML. Aussi, ça ne tient pas compte du contexte. C'est ce que je viens de dire, là, dire on veut chercher un endroit vraiment précis, ça ne le fait pas vraiment. Puis, on ne peut pas faire le lien directement avec les vulnérabilités connues. Nikto. Ça ne sort pas très bien. Mais bon. Nikto peut, lui aussi, contient beaucoup de signatures. Puis, il contient, fait intéressant, si on le compare à Web Analyzer, il contient des signatures différentes. Il tient un peu plus compte du contexte. Par exemple, lui, il dit des 404 strings. Donc, Web Analyzer, ça dit en général, je veux regarder ça dans le contenu HTML, mais là, Nikto, il dit, moi, je veux regarder certaines chaînes de caractères seulement dans la réponse 404. Donc, déjà là, on a une notion de contexte un peu plus intéressante, puis ça nous permet d'aller un peu plus... pas directement, mais de façon plus précise là, où qu'on veut voir. Nikto, une autre différence par rapport à Web Analyzer, il fait de la reconnaissance active, donc il a des signatures actives. Par exemple, dans ce fichier-là de signature, c'est des noms de répertoire qui sont là, associés à des technologies. Donc, Nikto va essayer ces noms de répertoire-là. Si il y a une réponse qui est retournée, il va dire que c'est la technologie qui est là. Fait que ça aide beaucoup par rapport à ça. D'autres choses intéressantes, Nikto a une base de connaissances des hashes de favicon. Les hashes de favicon, c'est très utile pour identifier des technologies parce que chaque technologie veut avoir son favicon qui lui est propre, même ça change par version. Fait que ça permet facilement d'obtenir des informations sur les technologies. Fait que c'est un peu ça, Nikto. Bon, comme je viens d'en parler justement. Mais c'est ça, il peut rechercher dans des contextes plus précis, donc dans un 404, dans une... l'entête le fait, Web Analyzer le faisait. Recherche de hash dans ce favicon. Puis il peut tenter d'accéder à des sous-domaines, à des chemins d'accès précis, à des méthodes HTTP. Donc, si, supposons qu'il y a telle technologie, ça se peut que, par exemple, s'il y a du WebDAV d'activer, il va avoir les méthodes HTTP associées à WebDAV. En général, on a les get, post, put classiques. Mais ça se peut que des technologies implémentent une méthode HTTP XYZ. Mais l'exemple facile, là, c'est du WebDAV. Donc, juste en essayant les méthodes, on peut déterminer qu'il y a du WebDAV qui existe. Encore une fois, c'est fortement basé sur des expressions régulières. Oui, il y a une notion de contexte pour dire on cherche à certains endroits, mais ce n'est pas étendu. Puis il fait le lien avec des vulnérabilités connues, mais c'est encore difficile. L'exemple d'image que j'ai mis là, c'est qu'ici, si on veut faire une signature dans Nikto pour ça, il faudrait dire pour 404, je veux chercher un file or directory not found. Mais encore là, on risque d'avoir des faux positifs. Sauf que dans ce cas-ci, ça, c'est une page par défaut d'IIS. Donc, la façon la plus simple dans ce moment-là, c'est avoir un hash de la page par défaut d'IIS puis de comparer le hash de la page par défaut. Mais Nikto le fait juste pour les favicons. Fait qu'on voit qu'il y a quand même une limite. Idéalement, il faudrait être en mesure de le faire sur plus que ça. Ça, c'est encore un problème d'animation.
Si on prend un outil beaucoup plus spécialisé, qui est WP-Scan, donc pour ceux qui ne savent pas, WP-Scan, c'est un scanner pour les WordPress. Ben, ça permet d'être là un peu plus... là, on est vraiment dans un contexte plus spécifique. Donc, on peut définir des signatures vraiment plus spécifiques, comme par exemple là, la présence d'un certain fichier Flash, ou en arrière, je ne me souviens plus exactement c'était quoi qu'il essayait de chercher, mais je pense que c'est de la recherche là, pour des répertoires précis, pour essayer de détecter les modules. Donc, vu que les modules sont toujours à la même place, ça permet de détecter les modules. Par contre, vu que c'est beaucoup plus précis au niveau d'outils de scan, ben là, on peut voir qu'il y a des références aux vulnérabilités. Donc, on vient de pallier un peu à des problèmes. On vient de pallier un peu aux lacunes des autres. Ici, bon, on cherche. C'est ça. Ici, en arrière, le plus important, c'est... oui, dans Nikto, on prenait en compte le contexte 404 ou tout, et 404. Mais là, dans WP-Scan, il prend en compte d'autres contextes que juste 404. Il prend en plus le 302, le 200. Donc, idéalement, il faudrait pouvoir formaliser pour chaque code de statut des différentes signatures. Puis, aussi, ben, pour WP-Scan, ben, on sait que, bon, les thèmes sont toujours au même endroit, il faut qu'on va être capable de les identifier. Bon, la grosse limitation de WP-Scan, ben, c'est que ça se limite seulement à WordPress. Puis, bon, la notion de contexte est limitée quand même, mais bon, chaque outil, tous les outils qu'on a vus jusqu'à maintenant avaient une notion de contexte limitée. Par contre, le gros avantage, c'est le lien entre avec les vulnérabilités qui sont connues. Puis cette base de données-là ben, est accessible facilement. Donc, quand l'outil se met à jour, il va chercher ce JSON-là, puis on a tout de suite la liste des vulnérabilités. Fait que faire le lien entre les technologies et les vulnérabilités se fait vraiment facilement. Donc là, on va aller plus comment rechercher d'autres signatures. On a vu certains moyens en ce moment de caractériser une application web, mais comment d'autres façons de caractériser une application web à l'aide de signatures passives. Les noms d'éléments. Mais ça, comme j'en ai parlé beaucoup, là, la notion de contexte est importante. Ici aussi, la notion de contexte est importante. Parce que les noms d'éléments, c'est vraiment, on va chercher des informations précises dans les pages web pour tenter d'identifier c'est quoi les frameworks, c'est quoi les technologies qui sont en utilisation. L'image dans le fond, ça fait référence à des noms d'éléments dans... en fait, ça me dit que c'est du ASP.NET. Pourquoi je sais ça que c'est du ASP.NET? Parce que quand il y a un certain type de contrôle qui est utilisé, les débuts, les préfixes des noms d'éléments commencent toujours par CTL, CTL avec un nombre après. Puis, là, vu qu'il y en a deux niveaux, ça veut dire qu'il y a deux niveaux d'imbrication de ce contrôle-là. En tout cas, mais si on cherchait avec une expression régulière seulement CTL, ça ne marcherait pas. En ayant une notion de contexte et en disant, moi je veux chercher dans les noms d'éléments de ma page web, le CTL suivi d'un nombre, là on va pouvoir dire tout de suite, OK, c'est du ASP.NET. L'autre image qu'on voit plus en avant, il y en avait une troisième, mais elle est cachée, là. Mais celle qu'on voit plus en avant, ben, c'est encore le même principe. C'est __GWT. Ben, ça dit tout de suite que c'est Google Web Toolkit. Fait que dans le nom d'élément, on a vraiment beaucoup d'informations sur c'est quoi la technologie qui est utilisée. Mais encore une fois, il faut vraiment
pouvoir spécifier le contexte pour qu'on puisse faire de quoi avec ça. Sinon, chercher une expression régulière GWT dans du HTML, on se tire dans le pied. Un autre endroit pour trouver des informations sur les technologies c'est souvent oublié de la part des développeurs, surtout quand le JavaScript n'est pas minifyé, c'est les commentaires dans le JavaScript. Encore là, c'est difficile de rechercher quelque chose en particulier. Mais si on a une liste de technologies, une liste de noms, ben en pouvant chercher cette liste de noms de technologies-là uniquement dans les commentaires JavaScript, ben on peut avoir une meilleure chance d'identifier quelque chose. Mais je le dis pour les commentaires JavaScript, mais bon, c'est la même chose pour les commentaires HTML, la même chose pour les commentaires CSS. Surtout les commentaires CSS. Les commentaires HTML, souvent, bon, il y a du travail qui est fait pour enlever le contenu. JavaScript, c'est de plus en plus minifyé, mais CSS, c'est oublié, puis souvent, il y a quand même pas mal d'informations dans les CSS. Puis, c'est pas nécessairement là que quand on fait une évaluation de sécurité, on regarde en premier, mais des fois, ça peut être très utile de regarder là. Pour faire le lien avec les documents CSS, juste avec les noms de classes CSS, on peut caractériser une technologie. L'image du fond, c'est l'image des classes CSS de jQuery UI. Bon, jQuery UI, c'est assez commun, mais c'est le même principe qui peut être associé à d'autres technologies. Donc, quand on a une technologie web qui est définie, souvent, il y a des noms de classes qui sont définis pour cette technologie-là, puis l'ensemble de ces noms de classes-là forme un package qui nous permet d'identifier facilement cette technologie-là. Puis, le code ici que j'ai mis en avant, ben, c'est juste un petit code facile qu'on roule dans Firefox ou dans la console Firefox ou la console Internet Explorer qui nous permet de lister tous les noms de classes qui sont utilisés. Donc, avec ça, on peut dire qu'on est en présence de telle technologie ou telle autre. Ça, j'en ai parlé tantôt quand il était question de Nikto, mais c'est vraiment le principe qui est appliqué au favicon, pouvoir l'appliquer à beaucoup d'autres éléments. On a vu, j'ai parlé des erreurs, des pages d'erreurs par défaut, mais en plus, les images. Comme l'image PHP MindMin, l'image PHP MindMin est toujours pareille tout le temps. À moins qu'elle change de version, là. Mais même si ce n'est pas un favicon, donc si on a une base de connaissances des hashes, des images utilisées par les produits, ça nous permet d'identifier facilement un produit. Les JavaScript aussi, donc les librairies JavaScript, souvent c'est toujours les mêmes, c'est certaines qui sont utilisées. Ça ne change pas d'une installation à l'autre. On peut calculer les hashes, ça nous donne, puis en sachant c'est quoi les types de librairies JavaScript qui sont utilisées, c'est telle technologie. Même chose pour les CSS. Donc, n'importe quelle ressource, ça permet, on peut monter une base de connaissances des hashes, des ressources par technologie. L'ensemble de ceux-là vont nous permettre de dire c'est telle technologie dans telle version ou telle autre. Les objets sérialisés, ça, c'est le Saint Graal. Ça en dit beaucoup d'informations c'est vraiment facile, mais je ne comprends pas, il n'y a pas d'outil qui directement va... pas à ma connaissance, là, qui le fait tout directement. Ici, on a un exemple de ViewState ASP.NET. Si on le désérialise, d'emblée, on a la version. Donc, puis on a la technologie, puis on a la version. Ça s'arrête là. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Puis il y a beaucoup de technologies qui utilisent des objets sérialisés. Ou juste un objet PHP sérialisé, si on ne le savait pas tout de suite déjà que c'était du PHP qui est en arrière, en le voyant que c'est un objet PHP, on sait que c'est ça qui est utilisé. Puis ça, c'est vraiment important, que
peu importe ce que les développeurs peuvent faire, souvent on a besoin de la version de l'objet ou de la technologie dans l'objet sérialisé pour pouvoir être en mesure de le désérialiser. Donc, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire pour se prémunir contre ça, à moins de le chiffrer. Oui, c'est... Ben, moi, je suis pas bon en web, là, mais l'objet sérialisé, il est utilisé dans quel contexte? C'est où qu'on le retrouve exactement? C'est le serveur qui t'a envoyé ou c'est... Oui, c'est le serveur qui t'en... Mais dans quel contexte c'est... Ben, il y a plein de contextes. Le ViewState, c'est un objet sérialisé qui sert à garder l'état courant de la page pour que le serveur sache c'est quoi qui était affiché. Puis dans le code .NET, il s'en sert pour faire certaines validations. Là. Ça, oui. Si tu utilises nos scripts, il te les cite directement au niveau des scripts et des objets. Puis quand tu prends les objets et que tu as le menu en plus par défaut, lui, il te les montre. Tu peux dumper évidemment ton objet et ensuite passer par une désérialisation classique. C'est souvent du base 64 pour la plupart. Ça marche tout seul. Okay. Si tu veux le savoir pour notre script, tu prends notre script et surtout si tu sais que c'est test. Mais pour finir, ASP.NET s'en sert entre autres pour savoir la valeur qui était prévue pour certains contrôles, ce qui empêche certaines autres attaques d'être faites. Des objets sérialisés, ça dépend du bon vouloir du développeur pour dire « Hey, je vais sérialiser quelque chose, je vais le mettre dans ma page. » Mais tu sais, dernièrement, j'ai vu des utilisations aberrantes d'objets sérialisés, là, mais il n'y a pas... En fait, les cas où c'est vraiment nécessaire de sérialiser un objet puis de le mettre dans une page sont vraiment rares, mais bon, ça se fait. Tout ce qui est contenu riche aussi, ça nous permet d'identifier beaucoup de technologies qui sont présentes. Bon, ici, on a des compilateurs. Du Silverlight, c'est une application .NET en arrière. Puis le document XAP Silverlight, ben, c'est juste un zip de tout plein de librairies avec du code. Fait qu'on a accès tout de suite au code qui a été fait par les développeurs. C'est quoi les librairies, c'est quoi les technologies. On peut le décompiler. On va, s'il a été compilé en mode debug, on va avoir beaucoup d'informations. En tout cas, c'est ça. Java, c'est le même principe. C'est pas pour rien qu'on voit de moins en moins de Java, là. Mais dès qu'il y a une classe Java, on peut la décompiler, identifier c'est quoi les technologies qui sont utilisées, puis même potentiellement identifier d'autres URL. Le Flash, c'est le même principe. Il y a une mine d'informations dans ces contenus riches-là. Une autre chose qui peut être utilisée pour trouver des technologies, des signatures, c'est les métadonnées des PDF, des docs, des images. Peu importe le document qui peut être généré automatiquement par une technologie serveur, ça nous permet d'avoir beaucoup d'informations sur ce qui est utilisé. Ici, on a un exemple de document Word avec, dans son titre, une référence à Strut 2. Je ne sais pas pourquoi que ça a été mis là, mais on sait que il y a du Strut 2 derrière avec le serveur. Donc, c'est ça, c'est les métadonnées. Par contre, là, les métadonnées, chaque format est différent, donc il faut décompiler chaque format. C'est un peu plus compliqué, c'est pas qu'est-ce qu'on va aller voir en premier, mais c'est dans les choses qu'on peut regarder pour obtenir des informations sur les applications. Une autre chose qui est très intéressante, je ne l'ai pas vraiment parlé tantôt, mais WebAnalyzer permettait de chercher dans les variables d'environnement d'une page web. Donc, lorsque la page est chargée, il y a une certaine variables qui sont accessibles via le code JavaScript. Puis ça permet de faire des recherches pour est-ce que ce nom-là est présent ou pas. Mais si on voit là, ça ici, c'est
on peut lister facilement avec le navigateur Internet c'est quoi les noms de variables d'environnement qui sont présents. Puis, on a une liste de noms. Ben, chaque technologie a sa liste de noms qui est particulière. Donc, juste en listant les noms, on peut dire c'est telle technologie qui est utilisée. Derrière, j'avais un exemple de Google aussi. Souvent, de plus en plus, les pages sont générées de façon dynamique du côté du client, c'est-à-dire que c'est du code JavaScript qui va se rouler au chargement de la page, qui va générer le rendu graphique, ce qui fait en sorte que le code HTML qui est retourné initialement est difficilement interprétable, visible, puis on ne peut pas vraiment faire de travail par rapport à lui. Par contre, la représentation qui est chargée dans le navigateur, ben, elle est lisible, est facilement lisible. Fait au lieu de chercher dans le code HTML brut qui nous est retourné, on peut chercher dans son pendant, ben, dans son rendu DOM. En fait, on peut régénérer un autre HTML à partir du rendu DOM qui correspond plus au vrai, ben, qui correspond au vrai HTML qui donne le rendu visible, comparativement au HTML qui nous avait été retourné, qui ne correspond pas au rendu visible. Puis ben là, ça permet de faire des recherches plus facilement, puis de trouver des signatures. Au niveau des signatures actives, ben, là, dans tout ce que j'ai montré, là, comme j'avais mentionné au début de ma présentation, c'est juste en naviguant sur la page web, en cliquant sur les ressources, on accède à du contenu, on est capable de le caractériser. Puis, on est capable d'inférer des connaissances par rapport à ça. Les signatures actives, ben, c'est un peu différent. Bon, mon premier exemple, puis c'est discutable si on le met dans passif ou actif. Mais ici, souvent sur les sites web, ben, il y a des ressources, des fichiers de politique qui sont présents. Les robots.txt, crossdomain.xml, client access policy.xml. Les robots.txt, surtout dans le cas des CMS open source, c'est vraiment amusant. Parce qu'on sait tout de suite en le regardant, c'est quoi la technologie. Ici, ça, c'est du Drupal. Donc, on a même c'est vraiment facile. Vraiment facile. C'est le même principe pour ces fichiers-là. Si on a du crossdomain.xml, ça veut nous dire en plus qu'il y a des bonnes chances qu'il y ait du flash sur le site web. Puis si on a du client access policy.xml, ça va être de bonne chance qu'on a du Silverlight sur le site web. Donc, juste en essayant d'accéder à ces ressources-là, sont présentes oui ou non, ça nous donne des informations. En plus, si on va les voir, ben, on peut avoir des informations sur les technologies. Bon, les pages d'erreur, j'en ai parlé tantôt un peu, le 404, mais générer un 404, c'est vraiment facile. Donc, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas ça dans notre banque de connaissances de signature. Pour chaque technologie, c'est quoi la page web la page par défaut des 404? Parce que c'est vraiment facile de générer un 404. Il suffit de me rentrer n'importe quelle chaîne de caractères. Donc, l'exemple en arrière qu'il y avait, c'était l'exemple d'AIS, plutôt. C'est l'exemple de la page d'erreur par défaut d'une application.net. L'autre page d'erreur en avant, ben, c'est la page d'erreur lorsque l'on a désactivé la gestion des erreurs dans AIS. Donc, c'est ça. Juste ça, ça nous donne des informations. La structure des répertoires, ça aussi, c'est beaucoup. Tout ce qui est open source, c'est vraiment... Toutes les technologies open source, c'est vraiment plaisant à ce niveau-là. Parce que GitHub existe. Fait qu'on fait... Pour se bâtir une signature, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher le projet sur GitHub. En arrière, j'ai une petite ligne de commande qui liste tous les fichiers. Puis une fois qu'on a la liste de fichiers, ben, on a juste à rouler ça sur un serveur. Donc, tout dépendamment des réponses qu'on a, si on a beaucoup de 200, ben, on va savoir que ça va être cette technologie qui est utilisée. Puis même à ça, souvent dans ces technologies open source-là, ben, il y a des fichiers qui sont
généralement verbose. Comme ici, c'est le fichier de licence. Je pense que c'est le fichier de licence de typo 3. Mais souvent, il y a les numéros de version se retrouvent dans ces fichiers-là. Donc, juste en tentant d'accéder des fichiers typiques, donc licence.txt, readme.txt, install.txt, changelog.txt. Souvent, ça nous donne beaucoup d'informations sur c'est quoi les technologies, c'est quoi les versions. Puis, c'est commun, c'est facile à trouver. Encore une fois, ben, c'est actif. Les noms d'utilisateurs, bon, ça c'est un peu plus poussé, mais si on est vraiment dans le néant puis on ne sait pas pantoute ou c'est quoi la technologie à laquelle on a affaire, ben, on peut toujours, puis on a accès à une page d'authentification, on peut toujours essayer les noms d'utilisateurs puis mots de passe par défaut. C'est pas garanti que ça marche, mais en essayant des banques de mots de passe, d'identifiants et de mots de passe par défaut, ben, là encore, on est capable d'avoir des informations si on réussit à se connecter, ou même s'il nous dit ben, tel usager n'existe pas, ça nous donne des informations. Donc, c'est vraiment, il y a vraiment un peu des signatures partout. Il faut juste se donner la peine de penser puis de voir, OK, qu'est-ce qui pourrait caractériser une application web. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire une meilleure identification des technologies? J'en ai parlé, c'est tenir compte du contexte. Donc, pouvoir faire des recherches par rapport au code de statut, pouvoir faire des recherches dans des URL en fonction de l'emplacement dans la page web. Ouais, puis contenu statique versus contenu dynamique. Là, en fait, mon exemple, c'était par rapport à ce que je parlais tantôt. Quand on accède à Google, par exemple, ce qui nous est retourné et ce qui est affiché, c'est assez différent. Donc, tu sais, chercher dans le contenu dynamique, ça peut vraiment nous donner beaucoup d'informations sur ça. Bon, puis rechercher des valeurs dans les URL précis. Tu sais, on peut, au lieu de chercher dans les URL, on peut dire, ben, on peut chercher dans les fichiers, dans les sources d'images, dans les sources de script, JavaScript. On pourrait chercher aussi dans les href, donc pour dire telle page est référencée. Donc, essayez de chercher un peu plus précisément dans la page web, dans le contexte. Utiliser le bon formaliste de recherche aussi, c'est important parce que si on revient aux outils que j'ai présentés initialement, la plupart étaient basés seulement sur des expressions régulières. Mais ce n'est pas bien à tous les coups. Donc, si on veut se bâtir une base de connaissances sur des images, des favicons, des librairies, ça ne sert à rien de chercher des expressions régulières. On est bien mieux de se calculer des hashes, d'avoir une banque de hashes, puis de rechercher dans cette banque-là. Si on veut chercher dans du XML ou du HTML, ben, c'est pas efficace d'utiliser des expressions régulières. On est bien mieux d'utiliser du XPath pour rechercher dans du XML ou du HTML. Du DOM document. Bon, pourquoi je fais une différence entre les deux? Parce qu'il y a quand même une différence entre le HTML et le DOM document. Mais une fois le document chargé, ça ne sert à rien de chercher avec des expressions régulières. jQuery, c'est vraiment notre ami pour chercher dans un DOM document. Les sélecteurs puis la librairie jQuery nous permet vraiment facilement de chercher des éléments précis dans le document, puis pouvoir extraire des signatures par rapport à ça. JavaScript, ça sert aussi à rien de chercher avec des expressions régulières dans JavaScript. C'est beaucoup mieux d'utiliser une librairie qui charge en mémoire une représentation, le terme c'est Abstract Syntax Tree, mais une représentation abstraite de l'arbre de syntaxe en français.
ça aide pas plus à la compréhension pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme. Mais en quelque sorte, c'est un objet qui... donc, c'est un objet qui est composé de parents-enfants, puis ça nous donne des informations sur c'est quoi la nature du code JavaScript qui est là, est-ce que c'est une fonction, est-ce que c'est une variable. Donc, on peut faire des recherches vraiment précises en faisant ça. Le contenu riche, ben c'est... si on a du Java, du .NET, si on a Java, du Silverlight ou du Flash, ça ne sert à rien aussi nécessairement de chercher par rapport à un hash ou une expression régulière. On est bien mieux de le décompiler. Après ça, de le charger en mémoire dans le même formalisme que je parlais pour le JavaScript, puis faire nos recherches là-dessus. Donc, c'est important d'utiliser le bon formalisme. Les signatures sont vraiment, j'en ai parlé, les signatures sont vraiment partout. Il existe beaucoup de ressources sur Internet qui nous permettent de bâtir une base de connaissances de signatures. Donc, tous les outils que j'ai parlé, Webanalyzer, Nikto, WCPScan, OWASP Favicon Database, c'est vraiment le fun pour ça. Les mots de passe par défaut. GitHub, n'importe quel service de code public, c'est une mine d'or pour tout ce qui est open source, pour se bâtir des signatures. C'est ça. Après ça, puis l'autre, c'est The Exploit Database, Git Repository, mais l'Exploit Database aussi, c'est vraiment un endroit génial pour se bâtir des signatures. Mais c'est ça, c'est vraiment, peu importe la technologie, il y a quasiment toujours une façon de la caractériser. Il suffit de se pencher un peu sur la question, puis se poser la question, puis essayer de construire une signature par rapport à cette technologie-là. Je suis en train de me faire un petit projet perso par rapport à ça. C'est plus un vœu pieux de projet que quelque chose que je pense qui va voir le jour d'ici bientôt. Mais pour ceux qui sont familiers avec les outils de scan web, souvent les outils de scan web ont des fonctionnalités de recherche, mais sont limitées. On peut faire une petite recherche pour dire, cherche-moi dans le contenu de la réponse, cherche-moi dans les entêtes. Mais on ne peut pas vraiment pointer précisément qu'est-ce qu'on veut chercher, comment qu'on veut chercher. Fait en gros, qu'est-ce que je suis en train de faire, que j'ai comme idée, c'est de prendre les résultats des scanners web, puis de les parser, puis d'envoyer ça dans une base de données NoSQL. Donc, puis utiliser le langage de requête de la base de données NoSQL. Ce que je fais un exemple là, c'est que en réutilisant le langage de recherche de la base de données, on est capable facilement d'accéder à de l'information. Comme là, ici, c'est un cas où j'avais chargé les informations dans la base de données. Puis là, j'ai juste fait une requête simple pour dire, je veux dans le fond, je veux l'ensemble des valeurs de nom dans les requêtes. Dans le fond, la requête, c'est bien normal. La start line, c'est toujours la première ligne d'une requête HTTP qui nous donne l'URL qui va être accédée. Donc, dans le contenu parsé de l'URL, dans le query string, ça envoie tous les noms. Fait en utilisant le langage de la base de données NoSQL, on est capable de lister facilement tous les paramètres de query string qui sont là. Une fois qu'on a tous les paramètres de query string, on peut faire une recherche. Mais c'est vraiment là, le plus grand défi là-dedans, c'est de bien parser l'information puis bien de la mettre dans la base de données NoSQL. Moi, j'ai choisi NoSQL, mais ça pourrait être fait en SQL. Je trouve juste que c'est un peu plus flexible, là, mettre du NoSQL parce qu'on n'a pas besoin de prévoir à l'avance toutes les tables et toutes les colonnes. Mais c'est vraiment...
je vais essayer de faire ça pour que ça marche bien et qu'on soit capable de faire des recherches. Là. Mais chercher dans une réponse, il y a un code de statut 500, telle chaîne de caractères à tel endroit. C'est quelque chose que, personnellement, dans mon day-to-day au travail, ben, c'est que j'aimerais avoir, puis c'est pratique pour identifier des problématiques, des technologies puis des problématiques de sécurité. Avez-vous des questions? Je vais peut-être faire ça un peu rapidement. Questions, commentaires? Frank, t'as sûrement... Ça, le geospace, Non, ça fait de moi lever, je me dirais. moi, j'ai aimé ça. OK. Oui? Quand tu dis que tu te montres une base de données de signature, toi, après, as-tu un outil dans lequel tu les passes pour les utiliser? Ou c'est un processus manuel? Ben, c'est une combinaison d'outils puis de manuels. J'essaie de réutiliser. Comme, tu sais, quand je dump un GitHub, mais après ça, il y a des outils pour rejouer des URL. Fait, c'est une combinaison. C'est pas un outil qui fait tout, là. Mais dans le meilleur des mondes, oui, j'aimerais ça qu'il y ait un outil qui fait tout. Mais c'est bâtir puis essayer d'utiliser ce qui est là le plus possible. Thank you.